Bonjour M. Cabral Libi. Bonjour à vous. Nous sommes des journalistes camerounais de l'extérieur et c'est vrai que le droit de vote des Camerounais de l'extérieur, c'est quelque chose de très récent et donc l'exercice pour nous aussi est tout à fait nouveau. Mais nous espérons qu'à la fois nous, vous et les téléspectateurs trouveront un intérêt dans cette rencontre autour de la prochaine élection présidentielle qui se tient le 7 octobre et à laquelle vous êtes candidat. Nous allons tourner autour de plusieurs sujets, notamment le bilan de votre tournée européenne qui se termine à Paris, si je ne me trompe pas. Ce bilan aussi des inscriptions sur les listes électorales et bien d'autres sujets relatifs à la diaspora camerounaise et aux investissements, puisque vous avez parlé d'un eurobond qui allait être lancé et qui concernerait les Camerounais de l'extérieur. Je ne serai pas seul pour vous interroger. Je suis avec Léonard Paul Mboué. Bonjour. Bonjour, M. Cabral Libi. Bonjour à vous. Bonjour, Luma Gloire. La première question peut-être sur le... Oui, M. Cabral Libi, nous aimerions savoir, au terme de cette tournée que vous venez d'effectuer en Europe, quel bilan faites-vous de votre rencontre avec les Camerounais de la diaspora européenne? Alors, chaque fois qu'on envisage un bilan, il faut qu'on rappelle les objectifs qu'on s'était fixés. Nous sommes venus à la rencontre de nos compatriotes de la diaspora parce que nous estimons que cela est absolument important. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, c'est peut-être nouveau, mais c'est essentiel parce que selon les chiffres officiels, il y a quand même 5 millions de Camerounais qui vivent à l'étranger. Les 5 millions ne sont pas tous en Europe. Ces 5 millions, chiffres qui ont été donnés après le forum de la diaspora d'il y a à peu près un an ou un peu moins, à Yaoundé, le forum de la diaspora, le FODIAS, comme on avait dit. Et nous, d'ailleurs, dans notre projet de société, nous logeons la diaspora, nous considérons que la diaspora est un levier économique. Donc, si vous avez parcouru notre projet, le troisième axe, une économie de croissance portée par l'agriculture, par l'industrie, par le numérique, par les investissements, par la diaspora et le tourisme. Nous sommes donc venus à la rencontre de nos compatriotes pour leur faire part de notre offre politique, la croiser avec leurs intuitions, leurs ressentis. Et puis le deuxième objectif était de lever les fonds. Moi, je suis un candidat qui repose sa stratégie sur la contribution populaire. Ça a été le cas pour les 30 millions de francs CFA de ma caution. Je compte également lever 200 millions de francs CFA pour la campagne. C'est le montant, l'objectif que nous nous sommes fixés. Et la diaspora a une part active, un rôle actif à jouer dans cette perspective-là. Le bilan, donc, de mon point de vue, est positif parce que partout où je suis allé, d'abord, c'était, il faut le préciser, à chaque fois à l'invitation de mes compatriotes. Donc, je peux dire que je me suis contenté de me rendre disponible pendant cette période. Et à chaque fois, le nombre de Camerounais qui venaient et l'intérêt qu'ils manifestaient vis-à-vis de mon offre politique par les questions qu'ils posaient, par les contributions, parce qu'il ne s'agit pas seulement de répondre, mais il y a aussi des inputs. Je suis là aussi pour ça, par les contributions, les suggestions qu'ils faisaient et le lever de fonds à chaque fois. Ce n'est pas non plus des sommes extraordinaires, mais bon, ça tourne autour de 5 000 € par-ci, 3 000 € par-là, 6 000 € par-là. Et de ce point de vue-là, nous considérons, nous, que c'est plutôt positif au point où nous en sommes. Voilà. Reprenons sur l'engagement que vous avez. On vous a connu comme analyste de la vie politique camerounaise pendant très longtemps sur les plateaux de télévision. Est-ce que cela change quelque chose pour vous de passer de l'autre côté du miroir et d'être un acteur politique aujourd'hui? Absolument. Absolument. Quand on est analyste, on est observateur, c'est la science. Dans mon cas, il y a toujours des éléments, des codes qui induisent une analyse, qui gouvernent une analyse. Et puis, on a du recul. Là, on est acteur, on est critiqué, on est jugé, on est bousculé, on est même insulté. Dans lequel des rôles vous vous sentez le plus à l'aise? On s'habitue. Bon, pour un humain normal, se faire cogner dessus, se faire insulter, se faire railler, se faire moquer, c'est jamais évident. Mais on apprend à vivre avec. Et puis, on apprend la patience. C'est quelque chose d'important. Et puis, on apprend à se donner les moyens de convaincre, surtout lorsqu'on est profondément motivé par l'idée que les comportements ne sont pas figés. Quelqu'un qui dit non lundi peut très bien dire non mardi, si on trouve les mots qu'il faut, si on trouve la réponse qu'il faut à ses préoccupations.
Donc chaque jour est une nouvelle source de motivation. Chaque fois que je me rends compte qu'il y a un coin du pays que je dois convaincre, des Camerounais quelque part, que je n'ai pas encore convaincu, des Camerounais qui se montrent hostiles à moi, pour moi, c'est pas répulsif, c'est plutôt attractif. Donc, c'est presque passionnant pour moi, la vérité. Mais, évidemment, quand on est de ce côté-là, je peux vous l'assurer, on est sorti de la zone de confort, on est entré en zone de turbulence. C'est éprouvant, mais c'est passionnant, parce que c'est presque un nouveau métier, en réalité. Quand on parle d'épreuves, il y a le rapport que les Camerounais de l'extérieur entretiennent ou ont du mal à entretenir avec ceux qui sont restés au Cameroun. Certains estiment que les Camerounais de l'extérieur sont une quantité nuisible plutôt pour le pays. D'autres comme vous ont peut-être une autre opinion. Je voudrais savoir, selon vous, comment est-ce qu'on pourrait réussir à avoir un rapport apaisé entre les Camerounais de l'extérieur et leurs compatriotes qui sont restés au pays? D'abord, je ne suis pas sûr que ce rapport soit si trouble ou turbulent. Comme je dis toujours, en m'inspirant d'un auteur américain, deux personnes peuvent regarder la même chose, avoir des avis contraires et avoir tous deux raisons. C'est psychologique. Souvent, les gens voient les choses non pas comme elles sont, mais comme ils sont conditionnés à les voir. Et il y a un conditionnement du regard sur la diaspora au Cameroun. Un conditionnement qui est orchestré par le pouvoir en place, ou par une classe de la société ou une classe politique qui tend à vouloir hégémonier la diaspora. On dessine les contours d'une diaspora confinée dans des mouvements de revendication, des jets de tomates, ce qui, de mon point de vue, n'est même pas aussi néfaste ou négatif que cela. Je pense que dans tous les pays démocratiques du monde, les gens tempêtent, les gens contestent, et c'est ça, le prédicat même de la démocratie. Mais on oublie cette autre diaspora qui est active, qui est compétente, qui fait ses preuves partout dans le monde. Moi, j'ai rencontré l'un des 79 chirurgiens pédiatres d'Allemagne. Il est camerounais. Alors qu'au Cameroun, le dernier chirurgien pédiatre vient de partir en retraite. J'ai rencontré des Camerounais qui ont travaillé au développement de l'Airbus. Je rencontre des Camerounais stylistes. Je rencontre des Camerounais entrepreneurs. Ils sont obligés d'être excellents pour être pris en compte par le tissu national. Évidemment, Sur place. évidemment non. C'est d'ailleurs pour ça, lorsque j'étais de passage en Italie, j'ai regretté le fait qu'on ait tiré sur un Camerounais, un jeune étudiant, et que 3 ou 4 jours après, il n'y a eu aucune réaction officielle, il n'y a eu aucune démarche au niveau de l'ambassade. Le premier rôle de l'État, et c'est pour ça que notre vision s'intitule « Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies ». Il ne s'agit pas seulement de protéger les Camerounais qui vivent au Cameroun. Il y a des Camerounais en détresse à l'étranger. Rappelons que beaucoup de nos compatriotes qui se retrouvent à l'étranger, ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est parce qu'il y a absence de perspective au Cameroun qu'ils se retrouvent à l'étranger. Donc, nous parlons, et j'en viens peut-être à une proposition que je fais en fait. Création d'un fonds d'aide. D'ailleurs, on ne le crée pas parce qu'il a existé. Et il faut simplement le réactiver. D'un fonds d'aide aux diasporas, aux Camerounais de la diaspora qui se retrouvent justement en situation de détresse ou en situation de difficulté. Vous savez tous qu'au Cameroun, vous ne pouvez pas vous amuser avec un Américain, qui qu'il soit, quoi qu'il soit. L'Amérique vole à son secours. Cela vaut pour la France. On a vu par le passé le président Sarkozy voler au secours de ses compatriotes dans un pays frontalier au Cameroun, qui était le Tchad, sans même chercher à savoir exactement ce qu'ils avaient fait. Mais c'est ça, la mère patrie, c'est la mère qui couvre ses enfants, c'est la mère qui les protège. Maintenant, il y a une réalité qui est là, elle est empirique. C'est que les Camerounais n'ont même pas besoin qu'ils soient excellents, ils le sont tout naturellement. Donc, ils font leur preuve partout. Et ce que je ne comprends pas, c'est que nous puissions avoir à l'extérieur une ressource humaine déjà démographiquement aussi importante, qualitativement aussi importante, et que nous ne nous en servions pas pour développer le Cameroun. Là, je ne vous parle pas de la carte de vote. Hein. Donc, moi, je ne viens pas vers les Camerounais de la diaspora parce qu'ils sont forcément votants. Non, les chiffres qui circulent font état de 15 000 seulement. Là n'est pas le débat, mais il y a bien des Camerounais au Cameroun qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Si le chiffre qui circule est de 7 millions ou un peu moins, alors que le potentiel selon l'Institut national de statistique est de 14 millions, ça veut dire qu'il y a une bonne moitié des Camerounais vivant au Cameroun, en fait, une moitié des Camerounais en âge de voter, ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Et puis si vous faites un calcul de proportion, ça va vous donner exactement la même chose. Donc ceux qui vous disent c'est pas la peine d'aller à la diaspora, ils ne votent pas, ils oublient qu'en fait ce qu'ils disent pour la diaspora vaut presque pour le Cameroun, parce que de toute façon c'est ce qu'ils vont vous rappeler tout le temps. Donc je pose sur la diaspora un regard différent. Je leur dis participons, enfin je leur dis rentrons au Cameroun.
Rentrons reconstruire le Cameroun. Ça n'a rien à voir avec le bulletin de vote. Mais écoutez, on sait tous pourquoi beaucoup de Camerounais ne se sont pas inscrits. C'est parce qu'il n'y avait plus espoir. Il y en a qui se disaient ça ne vaut pas la peine. Tout le monde connaît l'appareillage électoral. C'est un travail. Tous, ça va poser un certain nombre de problèmes. Non, quand je dis rentrons, moi, vous connaissez ma position sur la plurinationalité, non pas la double nationalité. Je le dis là très vite parce que je considère que c'est une banalité. Un pays qui a 5 millions de ses enfants à l'étranger, un pays qui a ses enfants qui sont établis à l'étranger, qui font leurs preuves, leurs affaires à l'étranger, il n'est même pas question forcément de quitter l'étranger pour rentrer au Cameroun. Rentrer au Cameroun, c'est peut-être une métaphore, c'est une figure de style, mais ce que je veux dire, c'est que rentrons construire le Cameroun. Vous pouvez le construire en faisant des va-et-vient, vous pouvez vous établir au Cameroun. Encore que moi, j'en ai rencontré beaucoup qui veulent s'établir au Cameroun, mais c'est parce que les conditions de retour sont tellement difficiles, sont tellement repoussantes que beaucoup d'entre eux, contre leur gré, leur corps défendant, sont obligés de rester ici. Justement, en parlant de la double nationalité, j'ai lu quelque part que vous proposiez l'extension de la double nationalité aux Camerounais de l'étranger qui ne sont pas en indélicatesse avec notamment le trésor public camerounais. Est-ce que c'est vrai? Vous pouvez le confirmer? Non, il y a une sorte d'exception que je dégage de ma politique de la plurinationalité. Ce sont ce que j'appelle les passagers clandestins de la problématique de la plurinationalité. Ce sont ces personnes qui, exerçant de hautes fonctions au Cameroun depuis 25 voire 30 ans, ont quand même trouvé le moyen d'acquérir une nationalité étrangère. Autant je comprends tout à fait, excusez-moi, je comprends tout à fait que des compatriotes pour s'intégrer à l'étranger aient acquis une nationalité étrangère, autant je n'arrive toujours pas à comprendre que les gens... D'abord, comment ils ont fait pour remplir les conditions d'acquisition de la nationalité étrangère? Parce qu'il y a des conditions de résidence. Donc, pour quelqu'un qui exerce de hautes fonctions au Cameroun depuis 30 ans, comment il a pu résider entre-temps à l'étranger pour remplir la condition? Mais ça, ce n'est pas mon problème, en fait. Les Camerounais sont très forts parfois pour faire des choses. Moi, l'analyse que je fais de cette situation, c'est que ce sont des personnes qui utilisent la nationalité étrangère comme une planche de salut pour échapper le moment venu aux responsabilités qui sont les leurs lorsqu'il va falloir qu'ils fassent le bilan. À cela, je ne les ostracise pas. Je dis simplement que lorsqu'on a accordé la plurinationalité, ça veut dire qu'en réalité, une personne franco-camerounaise peut être élue député, peut être élue maire, peut être nommée ministre. Et moi, je dis à cette catégorie bien précise, sur laquelle pèsent, de mon point de vue, des doutes sérieux sur les intentions autour de la nationalité, au moins pendant 5 années de probation, nous allons faire le point sur cette catégorie et ils ne pourront donc pas accéder à certaines fonctions électives ou nominatives, mais ils jouiront effectivement de toutes les prérogatives que leur accordera la plurinationalité, au même titre que tous les autres. Et par ailleurs, toujours sur ce code de la nationalité, il y a une forme de distinguo qui existe entre les hommes et les femmes, oui, en effet, qui permet aux femmes de pouvoir effectivement avoir autant de nationalités qu'elles le souhaitent sans perdre la nationalité camerounaise, ce qui n'est pas forcément le cas pour les hommes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il faudra rectifier ce désavantage ou cette discrimination négative, si je peux me permettre une tautologie? En accordant la plurinationalité, la rectification se sera faite tout naturellement. En revanche, la précision que vous faites, elle est effective dans l'actuel code de la nationalité de 68, et moi je trouve qu'elle était plutôt bonne. On accordait la possibilité à une Camerounaise qui contracte mariage avec un étranger de choisir soit de conserver sa nationalité d'origine, soit d'avoir en plus de sa nationalité d'origine celle de son mari. Je crois que le législateur de l'époque a vu la situation de rupture du mariage. Et il a dû se dire, ben, si notre fille va en mariage avec un Tchèque et que le mariage tourne au cours, il ne faut pas qu'elle devienne apatride. Donc il faut quand même qu'elle ait toujours sa nationalité de réserve. Moi, je pense que c'était plutôt... En tout cas, c'est comme ça que j'ai analysé, n'ayant pas lu les travaux préparatoires de la loi de 68. Je présume, mon analyse de juriste, que c'est cette motivation-là qui a donné lieu à cette disposition. Mais c'est un peu sur votre tournée européenne. Il transparaît de votre du compte rendu que vous faites déjà de vos échanges avec les Camerounais de l'étranger, qui a eu une interaction assez intéressante. Et comment expliquez-vous le désintérêt
par contre, de ces mêmes Camerounais pour le processus électoral en cours? Alors, je crois que c'est lié aussi à la personne. C'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais je crois que c'est aussi lié à la personne. Mais au-delà, nous les hommes politiques, et ça je l'ai appris dans le travail de terrain, il y a un aspect que nous avons négligé, celui de l'effort de sensibilisation. Et c'est quand je me suis lancé dans une démarche au début de laquelle tout le monde me disait que c'était peine perdue. Le Camerounais ne s'intéresse pas à la chose politique, c'est pas toi qui vas y changer quelque chose. Et bon, moi je me suis dit, il faut aller vers eux, leur parler dans la rue, leur parler dans les quartiers, par le porte-à-porte. On n'a pas atteint forcément les objectifs voulus en ce moment-ci. Bien au contraire, il y a eu un recul. Non, pas du tout. Non, les inscrits, non, grâce à notre travail en un an, c'est-à-dire à partir de mai 2017 à juillet 2018, nous, dans nos documents, nous savons que nous avons fait inscrire environ 1 million de personnes. Ça, ce sont nos décomptes personnels. Et surtout les jeunes. Et vous verrez aujourd'hui, si vous allez vers les camps, vous allez vous rendre compte que, par exemple, dans la région du centre, il y a 1 million 100 000 ou 1 200 000 inscrits. 65% sont des jeunes, des personnes de moins de 30 ans. Et ils vous disent, que... le taux de réalisation de l'objectif de 11 millions d'inscrits. Absolument, absolument. Et c'était l'objectif de départ, 11 millions. Et puis nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, au-delà de l'inscription sur une liste électorale, c'est le citoyen qu'il fallait chercher. Vous allez voir que dans nos rangs aujourd'hui, il y a des jeunes de 18 ans. Des jeunes de 19 ans que vous voyez dans les réseaux sociaux, ils sont dans des équipes de terrain au moment où je vous parle, ils sont dans des équipes de terrain, il y en a qui sont en train de travailler à l'identification des personnes qui vont nous représenter dans des bureaux de vote, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils nous disent, ben, on a été séduits par la sensibilisation, on n'a pas encore l'âge de voter. Il y a même quelques-unes, en fait, je parle de 2 ou 3 jeunes filles qui comptaient les jours en attendant le jour de leur 20e anniversaire, et net le jour du 20e anniversaire, elles sont allées s'inscrire. C'est quand même quelque chose de nouveau. Parce que nous pensons, c'est pour ça que nous avons migré à 11 millions de citoyens, qu'un citoyen peut même être âgé de 18 ans, de 19 ans, ne pas encore être en âge de voter, mais participer au jeu politique. Donc je crois que c'est la même démarche qui nous a amenés vers les Camerounais de la diaspora. Et on nous a dit, oui, ils sont à l'étranger, ils ne s'intéressent pas. J'ai dit, ben, je vais aller voir ça de près. Mais quand j'arrive, je me rends plutôt compte que c'est des personnes qui sont au fait de tout ce qui se fait au Cameroun. En fait, ils étaient eux aussi dans l'attente que quelqu'un s'intéresse à eux et vienne essayer de les convaincre de s'intéresser à nouveau au jeu politique. Donc je crois que ça tient à beaucoup de choses, hein, l'intéressement politique. Maintenant, je le dis d'expérience, ça peut tenir à l'appareillage électoral qui peut être décourageant ou pas, mais ça tient aussi à la qualité des hommes politiques, selon qu'ils sont crédibles ou pas. Vous savez, quand vous avez perdu la crédibilité en politique, tout ce que vous dites sonne faux. Alors que quand vous l'avez encore, ça sonne juste et puis les gens vous écoutent, ils vous font confiance. Bon, j'ai la modeste prétention, peut-être parce que c'est un phénomène un peu nouveau aussi, je viens de migrer dans le champ politique, peut-être qu'effectivement, eu égard à mon parcours dans la société civile, dans la revendication civile et autres, mon parcours d'analyste, j'ai dû engranger un capital crédit qui fait que, bon, les gens, ils se disent, bon, Cabral Liby, pourquoi pas? Parce qu'en même temps, il y a un élément qu'on oublie et que vous ne mentionnez pas. C'est qu'il y a eu une telle mobilisation au début des années 90 qu'on n'a toujours pas retrouvé. On n'a toujours pas trouvé aujourd'hui un leader politique qui puisse mobiliser autant que John Fundi, qui n'avait pas les réseaux sociaux, il n'avait pas Facebook, il n'avait pas votre média, il n'avait rien du tout. Il a pu faire ce qu'il a fait en 92. Sauf que depuis 92, ceux pour qui les gens s'étaient fait battre, bastonner, les gens même certains sont morts, les années passant, les gens se sont dit, mais tiens, on a lutté aux côtés des gens qui, eux, sont rentrés, renoués de bons rapports avec le pouvoir en place, et du coup, les hommes politiques ne sont pas crédibles. Résultat des courses, on mélange tout le monde dans le même panier. Quand vous arrivez dans le champ politique, et moi j'en ai souffert et j'en souffre encore, les gens vous observent d'abord. Quel que soit le beau discours que vous tenez, quelle que soit la crédibilité dont vous vous prévalez, les gens se disent, ah ben tiens, chat échaudé, craignant l'eau, on a déjà été entourloupé par des gens il y a 20-30 ans, qu'est-ce qui nous dit que vous tiendrez bon? Donc ils vous observent et c'est en vous observant qu'ils finissent par se faire une raison de vous.
Parlons de cet emprunt obligataire que vous avez mentionné et qui concernerait les Camerounais de l'extérieur. Comment est-ce que vous le libellez et comment est-ce que cela peut véritablement contribuer à financer votre projet de société, votre programme en direction des Camerounais? Non, il s'agit de recapitaliser l'économie camerounaise. Alors, le constat est clair. Le Cameroun est très riche. Les potentialités sont énormes. Mais le risque pays est élevé. C'est pour ça que, lisez le rapport CNUCED 2016-2017, à peine 1,9% d'augmentation d'investissement direct étranger pour un pays qui a de telles potentialités. Et ils ont tout fait. Hein. Une charte des investissements très séductrice pour l'étranger, des symposiums où on invite Emmanuel Barroso et les autres à investir au Cameroun. Mais il reste que, dès qu'on check, est-ce qu'il est bon d'investir dans ce pays? C'est où? La corruption? Entre autres, classement doing business, les procédures. La corruption. Elles ont été simplifiées. Ah ben oui, enfin, sont simplifiées en théorie, mais échanger avec ceux qui y vont, c'est compliqué. La fiscalité, la douane, il y a beaucoup de pesanteurs. Vous savez, un pays comme le nôtre, le tissu productif n'est pas bon, donc l'État s'arc-boute sur les droits de porte. C'est d'ailleurs un paradoxe parce qu'en même temps que l'État s'arc-boute sur les droits de porte, il signe quand même les accords de partenariat économique. Donc il renonce aux droits de porte en s'y arc-boutant, sauf que pour ce qui reste et qui ne disparaît pas à cause des APE, on augmente. Donc la pression douanière est de plus en plus forte. Et on revient à l'intérieur, parce qu'il n'y a toujours pas de tissu productif. Ce n'est pas par hasard que le passeport est passé du simple au double du jour au lendemain. Les droits d'assises sont augmentés, encore que là encore il y a une fraude, on peut y revenir. Donc, en fait, c'est compliqué de venir investir au Cameroun, parce que le capital crédit est faible. Alors, nous on se dit, et c'est pour ça que le système actuel ne recourt presque essentiellement qu'à l'endettement. Si vous avez lu la note de conjoncture de la CAA, la Caisse autonome d'amortissement, qui est l'institution qui gère la dette au Cameroun, on est à 6 517 milliards. Bon, ils vont vous dire que c'est 32% du PIB parce que... et que ça reste soutenable? Ça reste soutenable, selon les critères de convergence de la CEMAC, qui parle de 70%. Sauf que c'est un miroir aux alouettes. Cet endettement ne repose pas, l'économie camerounaise ne repose pas sur la CEMAC. C'est une économie extravertie. Elle n'est pas structurée dans la CEMAC. Donc en réalité, il y a un total déphasage entre les critères de convergence et l'endettement du Cameroun. Et d'ailleurs, c'est une mauvaise dette, pour une bonne moitié. C'est-à-dire que nous avons contracté de l'argent, en théorie, nous commençons à payer les intérêts, mais nous n'avons toujours pas accédé à l'argent qui est logé dans un compte en Chine ou ailleurs, parce que les projets sont immatures. Mais nous payons déjà. C'est toujours la CAA qui le dit d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, pour revenir à la question, nous disons, nous pouvons recapitaliser notre économie au travers de l'épargne des Camerounais de la diaspora. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de Camerounais, on épargne. D'abord, le Cameroun n'a pas de banque, n'a pas ses banques à l'étranger. Donc, cette épargne est logée dans les banques où les Camerounais se trouvent. Aujourd'hui, on sait que l'épargne n'est plus sérieusement, n'est plus véritablement rémunérée dans l'Union européenne, même si j'apprends que les données vont changer dans les mois qui viennent, ce qui peut même entraîner une autre crise mondiale, mais attendons de voir. Alors, aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne paye aux banques, prête aux banques à taux zéro. Donc, l'épargne n'est plus rémunérée. Nous proposons à nos compatriotes de réinvestir cette épargne. C'est pour ça que nous parlons d'un emprunt obligataire libéré en eurobond. Quand c'est libéré en eurobond, d'abord, ça nous permet de régler notre problème, celui de nos réserves de change, et de contourner l'endettement. Parce que là, on n'est pas obligé de recourir à l'autorisation du FMI. Vous savez qu'on est sous astreinte. Et on s'indique simplement des entreprises à fort impact social, socio-économique. Moi, je prends un exemple, la Sonatrel. Je prends un exemple, la Sonara, qui doit être étendue pour raffiner le pétrole lourd. On permet à nos compatriotes de prendre des parts de participation dans ces entreprises-là. Leur épargne est rémunérée. Le Cameroun recapitalise son économie et ce n'est pas un endettement sur les marchés financiers internationaux. C'est une idée novatrice, mais en fait, elle coupe de source. Il faut juste changer de paradigme. Et que ceux qui dirigent le Cameroun, à un moment précis, se disent, mais tiens, pourquoi on est obligé d'aller faire le monde auprès des autres, des étrangers, alors que nous avons les nôtres qui ont l'argent dont nous avons besoin? Je ne suis même pas sûr que nous serons les premiers à le faire dans le monde. Ben voilà, donc souvent on donne une idée, enfin, ça donne l'impression d'une idée si novatrice que ça, alors qu'en fait, dans le monde d'aujourd'hui, il suffit de regarder ce qui se fait de bon ailleurs, et vous le faites également chez vous, et en réduisant les effets néfastes que cela peut contenir. Et comment on procédera pour le remboursement? Ce sera
en francs CFA ou en euros? Non, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous prenez un eurobond, c'est 650 milliards de francs CFA. Donc, quand c'est recapitalisé dans l'économie, c'est rémunéré en francs CFA. Le fait que ce soit libellé en eurobond, ça nous permet juste de régler la question des réserves de change et de faciliter donc les transferts d'argent. Vous savez qu'aujourd'hui, le Cameroun, ses réserves de change ne doivent tenir que sur 3 mois. Malgré qu'on ait essayé de s'endetter au niveau du FMI. Ça fait qu'aujourd'hui, pour ceux qui font des transactions financières, renseignez-vous auprès des hommes d'affaires, il y a des transactions de certains montants qui ne peuvent plus être faites parce que nous n'avons plus de réserves de change qui sont d'un niveau de soutenabilité le permettant. Donc, ça nous permet de régler ce problème, mais ce sera rémunéré en CFA. Et pour le bien de tous, de toute façon. Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'inflation? Non. Après, pas du tout. Des études sont faites. Il y a des garanties aussi de remboursement de ces emprunts obligataires. Oui, mais tous les pays du monde sont endettés. Vous savez, je rappelle toujours que c'est les plus gros hommes d'affaires qui sont les plus endettés. Et c'est les plus pauvres qui sont les moins endettés. Parce qu'en fait, l'endettement n'est pas lié au montant de l'endettement, en fait. C'est lié au crédit de celui qui s'endette. Plus vous êtes crédible, plus vous pouvez vous endetter. C'est pour ça que les pays les plus développés sont en réalité les plus endettés du monde. Vous connaissez le poids de la dette américaine. Donc, l'objectif de la dette, le débat autour de la dette porte davantage sur la qualité de la dette. Et là où on investit la dette. C'est pour ça que je vous parle d'entreprises publiques à fort impact socio-économique, c'est-à-dire des entreprises rentables. Nous, ça nous permet de créer de la richesse, de faire tourner l'économie. Parfois, les questions d'inflation sont liées au brutal ou à la brutale augmentation du pouvoir d'achat. C'est pour ça que certains candidats qui s'amusent à dire les salaires passeront du simple au double le lendemain. Enfin, tout économiste basique, tout observateur du champ économique vous dira qu'en fait, c'est forcément démagogique. Parce que là, vous n'aurez jamais le moyen de contrôler le niveau d'inflation. Mais lorsque vous recapitalisez les entreprises publiques, vous créez de la richesse, vous créez de l'emploi, vous avez des réserves de change, surtout que c'est libellé en eurobond, et l'économie reprend du poil de la bête, sans que vous n'ayez à faire face à un problème d'inflation. Vous avez évoqué notamment le cas de la Sonara. Qu'est-ce qui fait problème pour que la Sonara aujourd'hui puisse raffiner le pétrole lourd? Vous êtes au courant que la Sonara a aujourd'hui des installations qui sont totalement obsolètes, justement. La raffinerie qui est en place à Limbe a été en son temps la plus chère du monde. Et elle ne peut pas aller jusqu'à un processus de raffinage qui aille jusqu'à la production notamment de la bitume. Alors, s'il faut aujourd'hui changer, recapitaliser la Sonara, il faut totalement démanteler les installations qui sont en place et remettre d'autres. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Oui, bien sûr. À cette question, il y a Aliko Dangote qui investit notamment au Cameroun et qui est nigérian, qui a envisagé de faire affiner le pétrole du Nigeria sur place au Nigeria. Est-ce que ce n'est pas une opportunité également pour le Cameroun de se rapprocher de ce partenaire économique, le Nigeria, qui est son premier partenaire économique dans la zone et même de façon générale, pour partager les coûts et donc mutualiser en matière de raffinerie? Mais je suis absolument d'accord. Enfin, tout ce qui est fait par le régime sortant n'est pas forcément mauvais, n'est pas forcément noir. Et je crois que l'expérience, par exemple, avec M. Dangote, est une expérience qu'il faut étoffer en réalité. Ça s'inscrit dans la coopération sud-sud, comme on dit. Et enfin, dans notre vision de la construction de l'Afrique, parce que c'est ça qui nous préoccupe véritablement in fine. Nous croyons qu'on est arrivé à un point aujourd'hui où l'Afrique doit savoir se prendre en charge. Et il faut créer le faisceau de solidarité, le faisceau de mutualisation. Donc, effectivement, il y a d'énormes choses qu'on peut faire avec des investisseurs africains. Mais vous avez suivi, M. Dangote lui-même, lors du fameux symposium Investir au Cameroun. Il fait face à tellement de pesanteurs que je crois que c'est davantage son amour pour l'Afrique qui le pousse à continuer à investir au Cameroun que l'intérêt qu'il dégage véritablement. Mais évidemment, ça c'est des hypothèques que nous allons lever dès que nous arrivons. Et pour revenir à la question de la Sonara, ce qui fait problème, de notre point de vue, c'est ce que j'ai déjà dit en partie, c'est-à-dire l'absence de crédit de l'État. Ce sont des investissements lourds, des investissements de cette nature, la construction des raffineries.
Mais tout investissement, quelle que soit sa taille, est toujours gouverné par l'intérêt qui en sera dégagé. Et ce qui est paradoxal dans le cas de la Sonara, c'est que tout le monde sait qu'il y a intérêt à raffiner le pétrole camerounais. Parce que contrairement à l'idée reçue, en fait, le pétrole camerounais fait partie dans la catégorie des pétroles les plus recherchés. Parce que c'est le pétrole lourd qui est le plus recherché en réalité par les grandes raffineries au monde. Parce que non seulement on peut y enlever tout ce qui est essence, gazole et autres, mais il reste d'autres matériaux qui permettent de fabriquer le bitume, comme vous avez dit tout à l'heure, le plastique fait synthétique et autres. Alors, comment on peut comprendre que 50 ans après, enfin, un peu moins, un peu plus, que nous sachions que nous avons une ressource comme celle-là, qui est la plus prisée dans ce domaine, que nous n'ayons pas trouvé les moyens de nous donner une structure technique ou technologique qui puisse tirer le meilleur profit de ce que nous avons. Nous préférons... Non, mais c'est l'absence de volonté politique et certainement des accords compliqués qui existent et qui nient les dirigeants actuels. Ça, c'est comme le bois. Vous exportez à longueur de journée des billes de bois, mais vous n'avez pas une seule usine qui vous fabrique la pâte à papier. Vous n'avez pas une politique de bénisterie. Vous vendez du bois, vous importez du meuble. C'est exactement ce qui se passe avec le pétrole lourd. Nous vendons du pétrole lourd et nous importons du carburant. Ce sont des choses qui sont absolument incroyables. Je crois qu'il y a des accords dont on ne nous parle pas. Ça, c'est d'un. Il y a l'absence de volonté politique, mais c'est lié aux accords. Il y a aussi que, en fait, c'est le système de rente. Vous savez, ne pas faire certaines choses profite à d'autres personnes, souvent. Ça, on ne le dit pas. En fait, il y a des gens qui ont pris sur eux de bloquer l'essor du Cameroun parce que, en dessous de table, dans certains arrangements, qui sont pour certains, soutiennent pour certains sur des dizaines d'années, ben, ils reçoivent un retour de cette méchanceté en réalité et qui leur profite à eux-mêmes, à leur famille. Autant de choses auxquelles il faut mettre fin. C'est pour ça que je parle de libérer les énergies. C'est pour ça que vous avez parfois l'impression que le Cameroun est un pays qui étouffe en réalité. Il y a de l'envie, il y a de la ressource, il y a des hommes, mais il y a une sorte de miroir, enfin de plafond de verre comme on dit, qui fait qu'on se heurte à ça et on n'arrive pas à décoller. Vous êtes du monde universitaire et je suppose que dans votre programme, il y a une place importante qui est accordée à la fois à la formation, tant théorique que pratique. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'après plus de 50 ans d'exploitation et de vente du pétrole, il n'y ait pas une seule école qui s'occupe, par exemple, de la formation des techniciens dans ce domaine ou de spécialistes dans le domaine du pétrole au niveau du Cameroun? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, par exemple, de mettre en place? Oui, il y a même... Enfin, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de formation véritablement là-dessus. Il y a déjà aujourd'hui des instituts privés. Je crois même qu'il y a un institut public sur les mines maintenant. Enfin, il y en a même au nord. Et puis, il ne faut jamais oublier que ceux qui font les sciences de la Terre, dans les facultés de sciences, travaillent sur ces questions. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Il n'y a pas d'école véritablement spécialisée. Mais il ne s'agit pas seulement du pétrole. Il s'agit de tout le reste. Avec ce que nous avons comme minerai, il est inconcevable que nous n'ayons pas de formation pointue dans ce domaine-là. On vient de parler du bois. Il n'y a même pas de formation pointue dans le domaine agricole, agro-industriel. Vous savez où se trouve la phase à Tchan, où se trouve l'IRAD, des sous-financements, ça meurt à petit feu. Je crois que c'est simplement l'absence de vision. Mais nous allons remplacer, en fait, à cette absence de vision, il y a désormais une vision. C'est pour ça que nous parlons d'un système éducatif de mission et d'innovation. Parce que dans le monde moderne, si vous n'innovez pas, vous ne vous en sortez pas. Mais l'innovation n'a de sens que là où il y a des difficultés, il faut trouver des solutions. Et c'est le cas du Cameroun. Le système éducatif de mission, c'est pour nous quelque chose de simple. Quels sont nos objectifs dans 10 ans, dans 20 ans? Nous avons des objectifs d'émergence. De quelles ressources humaines avons-nous besoin pour la soutenabilité de cette émergence? C'est la réponse à cette question qui gouverne le choix du système éducatif. Nous aurons besoin d'ingénieurs, et bien des écoles d'ingénieurs. Nous aurons besoin de ceci, on le fait. Vous n'avez que 7 ans. Au cas où vous gagnez, vous n'avez que 7 ans pour mettre sur pied tout cela. Mais bien sûr, la mise sur pied d'une chose et la pérennité d'une chose, c'est deux choses bien différentes. Il faut remettre le Cameroun à flot. Et c'est la mission que moi je me donne. Je n'ai pas l'intention de m'y éterniser.
Parce que même en cas de 2 mandats, au bout de 10 ans, vous me direz toujours dans 9 ans, comme, enfin, au moment où vous apprêtez à partir, ça continue. Les pays dans lesquels nous sommes ont des systèmes éducatifs construits sur 20, 30, 40, 50 ans pour qu'ils aient commencé à faire parfois la preuve de leur efficacité. Mais nous, on n'aura pas à faire autant de temps parce que nous tirons les leçons de ce qui s'est fait ailleurs et pas forcément d'ici. L'Afrique du Sud. Comment l'Afrique du Sud fait aujourd'hui pour être une puissance industrielle? Ça commence par le système éducatif et donc par l'orientation. Parce qu'on néglige cet aspect de notre système éducatif au Cameroun, l'orientation. On néglige un aspect, l'apprentissage. Pourtant, il a existé au Cameroun ce qu'on a appelé les SAR SM. C'est-à-dire que très jeunes, les Camerounais apprenaient un métier. Et aujourd'hui, on voit en France, en Allemagne, en Suisse où je suis allé, c'est le système de crédit d'impôt. Puisque derrière, vous connaissez le plan d'industrialisation que j'ai dans le secteur agricole, où il faut construire une agro-industrie dans toutes les communes rurales. Ça veut dire effectivement qu'il faut que les machines arrivent. Mais pour que les machines arrivent, il faut lever les barrières douanières. Il faut les lever dans le secteur agro-industriel, dans le secteur de la santé, pour que les machines qui vont, les appareils médicaux qui viendront soigner les Camerounais, je fais une digression, puissent entrer au Cameroun en franchise de douane et que tous les Camerounais, de très bons médecins que j'ai rencontrés en Allemagne, en Belgique et autres, puissent ouvrir des cliniques high-tech sans qu'ils aient été bloqués à la douane. Donc, et tout ce que je vous dis là, gouverne le système éducatif. Si vous faites venir des machines, il faut des gens qui savent les réparer, des gens qui peuvent même le construire. In fine, il faut donc orienter. Et l'apprentissage devient un levier très important parce que ça construit le pont avec le monde industriel. Vous recrutez des jeunes en apprentissage, on vous fait le crédit d'impôt, c'est-à-dire un abattement des taxes sur votre fonctionnement. Ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est vieux comme le monde, ça fait ses preuves partout. Ça revient à la même chose, hein, la volonté politique. Si nous restons un peu sur l'éducation, vous êtes, on le sait, un universitaire. Alors, entre ce que vous proposez comme mesure pour adapter l'éducation nationale au Cameroun à votre projet de société, pensez-vous que l'université camerounaise doit être totalement revue, refondée, ou bien il faut juste apporter des mesures correctives au système actuel qui est en place pour pouvoir répondre à ces défis? Non, enfin, il faut refonder. C'est le paradigme qu'il faut changer. Enfin, les missions aujourd'hui sont connues. Il faut former, il y a la recherche, il y a l'appui au développement. Et il y a cette mission-là, en particulier celle d'appui au développement, qui est aujourd'hui minorée, qui est négligée. L'université doit être au cœur du développement d'un pays. C'est de là que part la ressource humaine pointue. Et ça d'ailleurs, ça figurait déjà dans les intentions gouvernementales aux États généraux de l'éducation en 1974. Et pourquoi tout ça n'a pas été appliqué? Mais parce les que bonnes intentions sont là et qu'il suffit juste de... Mais parce qu'il n'y a jamais eu de dirigeants visionnaires. Des gens qui faisaient attention à ce qu'ils avaient dit. En 1974, le président Biya n'est pas encore président, mais il s'apprête à devenir Premier ministre un an plus tard. Donc il est au gouvernement. Donc, bon, maintenant c'est toute la différence entre un homme politique, enfin dans le monde entier, hein, c'est les deux catégories. Il y en a qui disent ce qu'ils font, qui restent déterminés à réaliser ce qu'ils ont promis, et d'autres qui s'avachissent au pouvoir et qui s'en servent pour autre chose. Donc il faut effectivement refonder l'université, mettre un terme aux différentes dérives qu'on y observe, les dérives managériales, les dérives académiques, même des dérives idéologiques et même finalement des dérives politiques. Il faut refonder le système universitaire, il faut le professionnaliser. D'ailleurs, il y a une amorce théorique, encore une fois de plus, avec les critères de convergence de la CEMAC depuis 2008, avec ce qu'on a appelé le LMD. Sauf qu'entre ce qu'on a annoncé, licence, master, doctorat, et ce qui est effectif, c'est le jour et la nuit, hein, selon que vous avez fait le LMD au Canada, en Europe ou en Afrique du Nord, et selon que vous le voyez au Cameroun, il n'y a rien du tout. Donc, on est encore là dans l'intention, on fait dans la flatterie pour capter quelques capitaux qui circulent ici ou là, mais il n'y a pas de sérieux derrière tout ça. Les universités camerounaises semblent très peu compétitives, comparées déjà à leurs consoeurs d'Afrique. Et quand on considère le classement des universités à l'international, c'est pire encore. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui recrédibiliser? Parce que même au niveau des travaux, on cite très peu de travaux d'universitaires camerounais. Qu'est-ce qui retient le Cameroun et les Camerounais, les universitaires camerounais, à la traîne dans le classement? Les universités les plus performantes dans le monde, on sait ce qu'ils font leur force. C'est la qualité de l'enseignement qui est donnée. Et qui dit qualité de l'enseignement renvoie à tous les ingrédients qui vont avec, c'est-à-dire les formateurs, le cadre de formation, le système d'accompagnement de la formation, dans un environnement où le livre
est encore un luxe. Parce que là, c'est la rentrée. On parle beaucoup du livre scolaire, mais on ne parle jamais du livre universitaire. On oublie qu'il y a des étudiants qui vont jusqu'à master sans avoir acheté un livre. Parfois sans jamais avoir vu un vrai livre. Parce que dans les bibliothèques universitaires. Mais les bibliothèques sont obsolètes, il faut aller voir. Je vous dis encore, c'est une question de volonté politique. On vous dira telle université a comme budget par an 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards. Mais le budget pour acheter des ouvrages, c'est parfois 2 millions, 3 millions. Et d'ailleurs, on n'achète même rien. Allez savoir où ça va. C'est encore une question de volonté. C'est pas moi qui l'ai dit. Si vous voulez détruire une société, vous détruisez son système éducatif. L'université, c'est la recherche. Il faut financer la recherche. Et vous savez, le problème avec le financement de la recherche, c'est qu'on sait quand on commence une recherche, on ne sait pas quand on finit. Mais il faut financer la recherche. Le financement, on le trouve où? Mais c'est une question de priorisation. Vous savez, je vais mettre en place au Cameroun une autonomie de toilettage de la dépense publique. Ce sera une autorité indépendante, dont le rôle sera vraiment indépendante, dont le rôle sera de dire si la dépense est bonne ou pas. Vous verrez que, comme je l'ai déjà dit, on fera dès la première année 2019 qui vient, sur le budget actuel de 4600 milliards, au moins 1000 milliards d'économies. Nous l'avons déjà démontré et c'est soutenable. Mais nous allons mettre en place une autorité qui va le démontrer. Donc chaque fois qu'on me pose la question d'où vient l'argent, je viens de vous dire, la diaspora peut recapitaliser l'économie. À quelle hauteur? Mais pour la diaspora, je vous ai dit, je vais lancer un emprunt obligataire de 650 milliards. Autre chose, vous n'avez même pas une idée aujourd'hui de la dette intérieure du Cameroun. La dette intérieure du Cameroun, c'est-à-dire les investisseurs camerounais qui attendent d'être payés, pour certains, depuis des décennies. C'est une dette énorme. Mais curieusement, au Cameroun, vous avez des banques en surliquidité, des banques commerciales. Mais vous vous dites, il ne faut pas être stigliste pour comprendre que vous n'avez qu'à délivrer à vos créanciers une garantie souveraine. Vous faites ce qu'on appelle en économie la cartolarisation, c'est-à-dire que vous délivrez un papier qui engage l'État. Qu'est-ce qui se passe? Vos débiteurs, avec le papier que vous leur donnez, puisque c'est un papier crédible, la personne la plus crédible reste encore l'État, la personne morale. Vous allez auprès des banques commerciales, vous prenez l'argent avec le papier que la banque vous a donné. Tout ce que vous faites, vous, État, c'est de maîtriser dans l'inflation, c'est de vous assurer qu'on n'organise pas l'usure dans les banques. Vous trouvez de l'argent et l'économie fonctionne. C'est encore des recettes simples. Je ne suis même pas encore là en train de vous dire que je vais créer de l'argent en vendant l'or ou le pétrole. Je vous dis que l'essentiel de notre travail a consisté à dégager des économies et à susciter de l'argent avec le système existant. Et avec cela, je vous dis, vous financez l'université. Et la meilleure façon de financer l'université, ça se fait partout dans le monde où les universités sont en bon classement. L'Inde, l'Afrique du Sud, enfin, pour revenir à l'Afrique du Sud, l'Égypte, c'est de créer le pont entre l'université et le monde des affaires, et le monde industriel, et les investisseurs. La recherche doit résoudre des problèmes, et pas autre chose. La recherche pour la recherche que nous faisons, la recherche mimétique, la recherche répétitive, qui s'inscrit dans le système éducatif actuel d'empilement des diplômes. On vous demande de lire beaucoup de gros livres, d'écrire un mémoire ou une thèse, et on dit de vous que vous êtes un grand intellectuel. Vous n'avez jamais rien proposé, vous n'avez jamais rien changé. Mais non. Quelles sont les solutions qu'apporte l'université? Les psychologues pourront faire s'ils n'ont pas de solution immédiate en réponse à une question technologique ou... Vous faites bien de parler de psychologie. Vous savez quel est le problème, l'un des problèmes qu'il y a aujourd'hui dans l'armée camerounaise, puisque nous sommes en crise? C'est qu'il n'y a pas de suivi psychologique. Donc, enfin, quand vous me parlez de psychologie... Quand même la recherche psychologique. Mais bien sûr. Mais c'est l'un des parents pauvres. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut même déjà former les psychologues avec la matière scientifique qui existe. C'est même l'un des parents pauvres du système éducatif. Mais écoutez, le stress dans lequel les Camerounais sont au quotidien. Vous ne savez pas que l'augmentation des AVC aujourd'hui tient à cela et à l'absence d'accompagnement psychologique. Dans des pays comme ceux-ci, l'accident des ECA, vous aurez vu définir une batterie de psychologues pour la prise en charge des populations riveraines, des familles des disparus, des personnes accidentées. Au Cameroun, rien du tout. On considère que nous sommes des super-hommes et ça produit ce que ça produit. Vous avez évoqué des mesures financières, notamment pour relever l'économie camerounaise. Irez-vous jusqu'à envisager une politique monétaire souveraine? Mais bien sûr. Bien sûr. Pour moi, ça coule de source.
les États africains doivent accéder à la souveraineté effective. Et la monnaie est un élément de cette souveraineté. Vous avez bien compris la nuance que j'y apporte. Moi, je n'ai pas une posture populiste qui consiste à dire aux gens, notamment aux Africains, notamment de la zone CFA, vous souffrez parce que vous êtes dans le CFA. Le CFA présente des anomalies auxquelles nous allons effectivement nous attaquer. Nous ouvrirons des négociations, d'abord pour changer le nom, parce que pour nous, CFA continue à renvoyer à franc de colonie française d'Afrique, même si on a changé un peu les termes entre-temps. Et puis, il faut réécrire le traité de Fort-Lamy pour baisser le taux de convertibilité, le taux de change, de 50 à 30 ou 25%. Dieu merci, le président Macron est acquis à cela et certains présidents de la sous-région. Pour nous, voilà des choses importantes. Maintenant, il faut sortir du CFA en préservant le rêve de Kwame Nkrumah, le rêve d'intégration. Il faut éviter de se lancer dans la souveraineté monétaire qui conduit à l'isolement monétaire. Et l'isolement monétaire est un frein à l'idée d'intégration de l'Afrique. Parce qu'il y a une des choses que ces monnaies communes apportent, dont on ne parle pas souvent, c'est le levier intégrationniste ou le levier d'intégration. Donc nous disons qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites concomitamment. C'est pour ça que nous situons la sortie du CFA sur 5-10 ans. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire de réécriture du traité de Fort-Lamy. Il y a un travail diplomatique de consolidation, d'intégration. Et il y a un travail endogène de reconstruction du tissu productif pour pouvoir faire face au choc auquel la souveraineté monétaire va éventuellement nous conduire. Est-ce que la zone de libre-échange continentale dont on parle aujourd'hui ne participe pas de cette dynamique que vous décrivez? Mais bien sûr, elle ne participe pas. Prenez le cas de la sous-région. Enfin, on a à peine franchi la barre du marché commun. La zone de libre-échange pose effectivement problème. Parce que dès que vous entrez dans la libre-échange, c'est déjà des politiques communes qu'il faut mettre en place, de circulation des capitaux, des biens et des personnes. Et c'est là encore, hélas, que les souverainismes, que je n'arrive toujours pas à expliquer, continuent à exister. Nous ne percevons pas encore le bien fondé de l'intégration, le bien fondé de la mutualisation. Mais je crois que tout cela, il y a une catégorie d'hommes politiques à laquelle moi je n'appartiens heureusement pas. Justement, n'y a-t-il pas lieu alors d'envisager un changement de paradigme entre l'intégration sous-régionale qui fait problème, ça fait des années, on essaie de l'accélérer sans y parvenir, et le développement des relations commerciales et économiques avec le voisin nigérien? Mais ça fait partie de notre plan du golfe de Guinée, justement. Nous nous inspirons d'ailleurs de ce qui se fait au niveau de la Méditerranée avec le Maroc. Vous savez, les espaces maritimes ou les espaces océaniques ou tout ce que vous voulez sont des espaces économiques. Et nous voulons construire un véritable espace économique dans le golfe de Guinée qui associe donc non plus seulement, enfin on parlera plus seulement de CEMAC, mais nous comptons reconstruire cet espace en associant effectivement le Cameroun, le Nigeria, le Sénégal, bref tous les pays frontaliers, la Guinée et tout le reste. Parce qu'il y a une chose dont on ne parle pas. Nous avons complètement oublié dans l'économie, en tout cas dans cette partie de l'Afrique, l'économie de la mer. Nous oublions carrément que nous sommes en bordure de mer et qu'il y a dans certains pays du monde, la mer, le simple fait, l'activité économique maritime ou océanique est parfois le quart ou le tiers du PIB. Et nous comptons le faire avec les pays de la sous-région. En tout cas, il ne faut plus qu'on parle seulement du golfe de Guinée en termes de piraterie, mais aussi en termes de PIB. Dernière question, mais c'est un chapitre. Hein. C'est ce que vous deviendrez avec votre gouvernement une fois élu. Est-ce que vous avez déjà une idée des hommes et des femmes avec lesquels vous travaillerez et à quel niveau de responsabilité? Bien sûr. Bon, puisque vous parlez des hommes et des femmes, moi je l'ai déjà dit. Une fois élu président de la République, je nommerai une femme Premier ministre. Mais comme moi je suis acquis au régime présidentiel, donc une fois que j'aurai réussi à réviser la Constitution, c'est une dame qui sera vice-présidente et moi je suis pour la parité. Donc, de toute façon, j'ai déjà une idée des personnes avec qui je vais travailler. Vous les voyez, vous ne le savez pas encore, elles sont dans mes équipes. Il y a, vous savez, mes équipes, c'est plusieurs strates. Il y a les partis visibles, les partis invisibles. Donc, nous travaillons là-dessus, les profils sont définis. Nous allons faire un gouvernement d'action, un gouvernement de mission ou des valeurs de mérite. De quelle taille, par exemple? 15. Nous l'avons déjà dit, 15. Nous ne voulons pas. 15, oui, à parité maintenant, comme c'est un chiffre impair, il y a forcément un genre qui prendra le dessus. Mais c'est un gouvernement resserré. D'ailleurs, excusez-moi, pour faire des économies
au Cameroun. Il y a un travail de resserrement gouvernemental et surtout de toilettage du tissu institutionnel. Intéressez-vous de près au Cameroun, vous vous rendez compte qu'il y a carrément des établissements publics administratifs fantômes. Quelqu'un est DG quelque part dans un établissement dont on ne parle jamais et qui brasse par an un budget de 15 milliards sans que le citoyen ne sache exactement à quoi ça sert. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a un rapport thématique, vous pouvez le trouver sur Internet, de la Chambre de comptes qui date de 2009 et qui a fait un travail sur une quarantaine d'entreprises publiques et qui est arrivé à la conclusion que, curieusement au Cameroun, il y a des entreprises d'économie mixte dans lesquelles l'État a des parts, mais 5 ans après, 6 ans après, 7 ans après, on ne sait toujours pas comment sont dévolues les parts, quel est le bénéfice que ça génère, sauf que chaque année, il y a des subventions. Donc des gouffres sont en réalité. Je vous le dis encore, contrairement à l'idée reçue, il y a un argent incroyable qui circule au Cameroun, mais qui est perdu dans les réseaux de rente et de corruption. Vous avez annoncé la suppression du Sénat au lendemain de votre élection. Oui, absolument. C'est une révision constitutionnelle. Pour nous, le Sénat, c'est un gouffre à souffle. C'est 15 milliards. J'ai même déjà dit comment je vais les redéployer, les 15 milliards. Il y a 5 milliards qui iront au fonds de développement des start-up, 5 milliards qui iront au fonds d'accompagnement de la presse, au fonds de viabilisation de la presse, et puis 3 milliards qui seront devenus une nouvelle institution que je vais créer, la Chambre consultative des anciens et des patriarches, parce que nous sommes en Afrique, il ne faut jamais l'oublier. Il y a un volet culturel, on ne l'a pas abordé, un volet identitaire, et il faut une chambre de personnes d'un certain âge, d'une certaine expérience, qui sont dépositaires de notre culture, de notre identité, qui s'assurent à titre consultatif que la direction que nous donnons à l'État est bien en adéquation avec ce que nous sommes, ce que nous avons toujours été. Justement, si on comprend très bien comment on va redéployer l'argent qui était affecté au Sénat, on ne comprend pas par contre comment vous allez procéder, parce qu'il faut une révision constitutionnelle. Votre élection à la présidence ne vous donne pas une majorité à l'Assemblée pour pouvoir opérer cette révision constitutionnelle. Comment vous allez faire en 24 heures pour dissoudre le Sénat? Non, pas en 24 heures, évidemment. Enfin, c'était une façon de dire, c'était une figure de style pour dire qu'on le fera rapidement. Mais si nous sommes élus, c'est qu'il sera le cas le 7 octobre prochain, mais qu'est-ce qui nous empêche d'organiser des élections législatives anticipées le mois qui suit? Vous allez les organiser? Mais c'est ce qui sera fait. Nous avons besoin d'une majorité parlementaire, ce n'est pas un jeu. Dernière question. Si vous n'étiez pas président, qu'est-ce que vous deviendriez? Quel serait votre avenir politique après le 7 octobre? Mon avenir politique, je le vois difficilement en dehors de la présidence de la République. Mais puisque vous me posez la question, je vais engager la réflexion dès aujourd'hui même. Très bien, merci. Merci à vous. Merci, monsieur. Merci, monsieur Cabrel. Merci à vous.